Bonjour Yacine. Très bien. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Super, super bien. Alhamdoulilah. Moi, on a un visuel, Yak, depuis le temps. Justement. Dites. Super, Bon, ouais. on attend juste un petit peu que tout le monde puisse nous rejoindre. Ah, ah. Super. Là, tu dois m'entendre mieux, j'espère, oui? Exactement, je t'entends très bien. Super. Alors, ma petite présentation, je dois la partager. Top, top, top. Voilà. Tu arrives à voir la presse? Non, maintenant, là. J'arrive pas à voir. Je sais pas si tu as partagé l'écran ou pas. Ah, Ah, si. Si. eh Oui. ben, peut-être- Bonjour Mariam. Voilà, super, là, ça marche bien. Je vais faire une chose importante. Mhm. Mode silencieux comme ça. Très bien. Bonjour Sofiane. Très bien.
Bonjour Mariam. Bon, je pense que la conférence a coïncidé avec d'autres rendez-vous d'entretien. Bon, on attend, on patiente un petit peu avant de démarrer, Inch'Allah. Ok, d'accord. Hmm. Bonjour Mohamed. Donc, Ici, je pense qu'on peut démarrer le temps que les autres puissent nous rejoindre au fur et à mesure, mais on a attendu 10 minutes. très bien, parfait, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Je suis déjà très, très content et ravi de participer avec vous ou bien d'animer ce webinaire dont le sujet porte sur l'intelligence artificielle, un sujet d'actualité qui pose pas mal de questions et d'interpellations. En fait, la question, ou bien la problématique à laquelle on va répondre, c'est comment ça, doper sa performance et sa compétence grâce au IA. Très bien. Alors déjà, c'est quoi les IA? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle? On va parler un petit peu de l'historique, comment ça a été un petit peu propagé ou bien divulgué, parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, mais nous, on l'a connu à partir du 30 novembre 2022, après le lancement de ChatGPT. 5 jours après, imaginez, on a eu premier million d'utilisateurs, on est arrivé à 100 millions juste 2 mois après. Eh bien, ça, c'est l'effet des médias. Donc, on en a parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les médias écrits, dans l'audiovisuel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
l'intelligence artificielle existait bien avant ChatGPT. Un exemple très très simple, c'est tout ce qui est application anti-spam. Donc, les applications anti-spam qui vont faire la différence entre un mail donc, qui est bien destiné à vous par une entité authentique, ou bien un émetteur authentique, ou bien un spam. D'accord? Donc, ces genres d'applications ou bien de logiciels qui, généralement, ils ont commencé sur le domaine de sécurité, donc ils utilisaient déjà l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle, tout simplement, ils vont dire, voilà, ils vont faire apprendre à ces applications, ou bien à ces logiciels, de faire la différence entre un mail normal et un spam en leur montrant un petit peu quelles sont les différentes typologies de spam, quelles sont les caractéristiques des spams pour qu'ils puissent les identifier. Donc, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu donc la vague de ChatGPT, donc qui a eu un effet mondial. Donc, pour avoir une idée un petit peu de la répartition des utilisations, c'est pratiquement on a 12% donc, aux États-Unis, quelques 11% en Inde, bien sûr, c'est un pays qui est très très branché côté IT, 4% au niveau du Japon et de la France. Donc, même si en termes de démographie, c'est peu représentatif, mais quand même, il y a un engouement assez important. Alors, euh, il faut un petit peu savoir qu'il n'y a pas que le chat GPT, donc il y a bien d'autres qu'on va voir plus tard. Mais en fait, comment ça marche? Comment ça marche ces intelligences donc, artificielles? On va commencer par le basique. Si on voit, par exemple, euh, une image d'un chat, d'accord? Donc, on va donner à ces outils donc, plusieurs images de chats, de voitures, et on va leur dire, ça, c'est un chat, ça, c'est une voiture. Alors, à chaque fois qu'ils vont voir des images, sachant qu'on a des bases de données énormes, des milliards et des milliards d'images, chaque fois qu'ils vont voir des images qui ressemble à un chat, il va dire, voilà, ça c'est un chat. Une voiture, voilà, ça c'est une voiture, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé. Donc, après, donc ça c'est les choses les plus faciles. C'est des logiques très simples de cause à effet. Donc, par la suite, on va arriver à tout ce qui est donc les IA génératifs de texte et bien sûr comment les intégrer un petit peu dans notre quotidien professionnel. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a pas que ChatGPT, il y en a plusieurs. Je vais prendre deux exemples que j'ai entourés là, avec en jaune. C'est ChatGPT et Writer, qui est aussi un outil très, très intéressant. Alors, en fait, comment ça marche? Pour pouvoir les utiliser, ces IA, il faut comprendre euh, comment ça marche et quelle est leur logique. Donc, au début, on a vu un exemple très simple, c'est de reconnaissance d'images et de les traduire en texte. La chose devient un petit peu plus difficile et plus problématique quand on va générer du texte. Pourquoi? Parce que la langue, et depuis des millions d'années généralement, c'est donc réservé à l'être humain et certaines espèces. Donc, le cerveau humain, il a tendance quelque part donc à bugger quand une machine lui répond. Et on a même parfois tendance à dire à ChatGPT merci lorsqu'il nous fait un travail où il répond à certaines de nos questions sur ce qui est un petit peu normal. Donc, et tellement la réponse, elle est authentique et elle est vraie et réelle. Alors,
Comment ça marche? Comment ChatGPT ou autres, donc ils arrivent donc à générer du texte, à discuter avec nous comme des humains alors que ce sont des machines. Alors, comme je vous ai dit au tout départ, donc donc, ces algorithmes ou bien ces machines donc, euh, se basent en fait sur un système d'apprentissage intuitif qu'on appelle un chatbot. Donc, un chatbot qui signifie qu'on va poser des questions et on va avoir des réponses donc en se basant à un certain nombre de paramètres. La problématique qui se pose, c'est que quand on pose une question, il y a plusieurs questions donc, qui peuvent dire la même chose. Et ces questions, donc, ils auront derrière plusieurs réponses. Donc, comment ce bot ou ce chatbot va réussir vraiment à donner la bonne réponse à notre question et celle qui correspond le plus à nos attentes. Alors voilà ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est derrière comment ça se passe cet apprentissage. Et en fait, le but, pourquoi je me suis attardé en introduction sur cet aspect, c'est que si on comprend comment ça marche derrière, quelle est la logique, on saurait mieux l'utiliser et on va en tirer donc le meilleur. Parfait. Alors, comment ça marche donc ces chatbots ou bien ces outils qui génèrent un petit peu du texte? En fait, pour faire simple, donc on a ce qu'on appelle un modèle de fondation. Un modèle de fondation, tout simplement, c'est que donc on va donner, charger cet outil par un certain nombre d'informations, de grandes bases de données d'informations immenses, et on va lui donner, tout simplement, on va lui demander de deviner le prochain mot. D'accord? Quand on écrit une phrase, on lui demande de la compléter. C'est comme ça que ça se passe son apprentissage. Genre, un exemple trop simple, si on lui dit la souris, la souris est mangée par, trois points de suspension, donc elle peut être mangée par un chat, peut être mangée par un chien, par un serpent, par un, je ne sais pas quoi. Alors lui, dans sa base de données, chercher, il va chercher combien donc de textes qui va dire que la souris est mangée par un chat, ou bien par un chien, ou bien par un serpent, ou autre. Et il va faire donc des stats, des statistiques. Donc, par exemple, dans notre exemple actuel, donc, il va trouver que on a 90% de réponses ou bien de textes dans le net, dans ces bases de données. Je vais vous l'expliquer plus tard comment ils sont constitués dans le prochain slide, qui sont dans la réponse et le chat. Et effectivement, il va prendre donc la réponse la plus répandue et il va l'intégrer au texte. En fait, c'est ça la logique. Il va essayer de deviner le prochain mot en fonction de la data qu'il a. Ça, c'est la première étape. Euh, S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, si vous avez des questions ou bien si vous avez des points à éclaircir. Sinon, je vais ouvrir un petit peu les débats à la fin de ce webinaire pour un petit peu échanger sur ça. Alors, en fait, du moment qu'on connaît un peu donc comment ça marche,
Donc, on va connaître comment l'exploiter au mieux et aussi quelles sont ses failles. Parce que comme tout système, les, les, les outils EA, ils ont aussi leurs petites failles, leurs petites faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne répondent pas correctement à ce qu'on leur demande, mais juste que, il faut quand même prendre la peine de checker et vérifier leurs réponses. Très bien. Alors, derrière, comment donc ça fonctionne? Alors, en fait, dans, derrière ChatGPT, il y a une base de données énormément de data donc, qu'on a intégré dans ce moteur. Donc, on a intégré pas mal de data. Donc, on a du web, donc du texte qui existe dans le web. On a ce qu'on appelle des common crawl, qui sont en fait des moteurs de recherche comme Google, mais c'est des moteurs de recherche open, ils sont pas propriétaires. Et donc, après, on a tout ce qui est donc e-books, donc toute la base de données des e-books et de Wikipédia. Donc, tous ces éléments sont intégrés dans la base de données. Donc, il faut savoir que la version 3 de ChatGPT, là, on est à la version 4. On a 3.5 qui est gratuite, la 4, elle est payante. Donc, elle comprend 50 000 tokens. Et bien sûr, elle possède 175 milliards de paramètres. Quand on parle token, c'est comme si j'ai dit euh, des mots-clés ou bien des groupes de mots-clés pour voir un petit peu la puissance de ce moteur ou bien de cet outil. Euh, pour donner un petit peu aussi un ordre de grandeur, il faut savoir que pour un humain, si on porte ça à l'échelle humaine, il nous faut quelques 30 ans pour compter de 1 jusqu'à 1 milliard, donc pour l'échelle humaine. Alors, je vous disais, donc, tous ces éléments-là, donc, sont intégrés dans ce moteur un petit peu, dans cette IA. Et donc, par la suite, donc, on va lui inculquer un modèle d'apprentissage. C'est quoi ce modèle d'apprentissage? Le modèle d'apprentissage, il est un peu simple. En fait, on prend par exemple une phrase. Une phrase qu'on va couper en deux. Et on va lui donner la première partie et on va lui demander de générer la seconde. Et on va commencer à lui donner des points en fonction de l'exactitude donc de la réponse qu'il donne. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on pose des questions ou qu'il nous répondent et on le note, donc ChatGPT ou bien l'IA de façon générale, il va se développer. Donc, il faut savoir que donc, actuellement, la version 4 de ChatGPT, donc, elle comprend de 6 à 10 fois plus de paramètres. Donc, juste pour vous donner, c'est pas communiqué comme la version 3 combien elle a de paramètres, mais c'est selon en fait, les agrégats des utilisateurs, ils ont estimé entre 4 et 6 fois donc, le nombre de, de paramètres intégrés, ce qui montre un petit peu la puissance de l'outil. Néanmoins, si vous avez suivi un petit peu la logique, il y a une chose flagrante qui apparaît que, en fin de compte, ChatGPT, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne sait pas si c'est correct ou pas. Il se base uniquement sur des statistiques et des probabilités.
et de son apprentissage. Donc, derrière, il n'y a pas de conscience. Ça reste toujours un robot. D'accord? Alors, par la suite, donc, si on veut donc optimiser cet outil-là et l'utiliser au mieux, donc il faut un petit peu changer de façon de penser. Ça veut dire, il faut plus penser comme un humain pur. Ça veut dire, moi, je vais pas lui demander, sans moi, une philosophie de je ne sais pas quoi pour répondre à une problématique XY, tout simplement comme ça, quand je parle avec un humain. Non, il faut lui parler comme on parle à une machine. Et c'est ce qu'on appelle la façon prompt. Donc, il faut penser en prompt. Qu'est-ce que c'est penser en prompt? Tout simplement, penser un prompt, c'est une instruction. Donc, quand on demande donc, à ChatGPT une question, donc on lui donne une instruction. Par la suite, le IA, il va générer du texte en fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc, pour avoir une recherche ou bien une réponse pertinente, donc il faut savoir un petit peu donc lui parler en langage de machine. C'est un petit peu, si j'ose faire une comparaison, c'est comme si on va faire une recherche sur Google. Si on fait une recherche sur Google avec des mots-clés, des signes, et par exemple, on utilise la recherche avancée, on va avoir de meilleurs résultats que si on fait une recherche simple et avec un langage normal humain. Pour parler un petit peu plus concret, alors, il y a un petit peu, une certaine structure à respecter, donc ou un certain nombre de paramètres à intégrer afin de pouvoir parler prompt de façon claire et précise. Alors, je vais donner un exemple, donc, euh, pour être un petit peu plus précis par rapport à ces paramètres. Supposons que je demande à ChatGPT de faire donc un post sur LinkedIn. Donc, la première chose à définir, c'est l'objet. Pourquoi je veux faire ce prompt, ce post? Donc, exemple, je veux faire ce post, d'accord, pour convertir, je ne sais pas, des prospects, disons des prospects de mes logiciels. Donc, je spécifie je spécifie l'objet donc, dans mon. Je spécifie aussi la cible et le canal de communication. Dans notre exemple, la cible, c'est les prospects et le canal, bien sûr, c'est c'est la plateforme LinkedIn. D'accord? Donc, après, donc, il faut bien définir le format de sortie. Ce prompt ou bien cette demande que j'ai demandé à ChatGPT, je veux le sortir en quel format? Un tableau, une checklist, euh, une image. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est en fonction du besoin donc, que vous avez. Donc, la quatrième chose, donc, c'est qu'il faut être précis. Il faut être précis dans l'output, dans la réponse que vous voulez. Par exemple, si je veux un texte, je vais lui dire, donne-moi un texte, disons,
de X mots, de tant de paragraphes. Je veux une image et un texte. D'accord? Donc, c'est des choses qui vont un petit peu euh, aider ChatGPT à mieux donc vous répondre. Donc, euh, là, bien sûr, là, il faut utiliser un langage clair. Donc, si on parle en anglais, ça serait préférable parce que 50%, donc à l'origine, ChatGPT, il a été conçu en anglais. Donc, plus de 50% du contenu, il est en anglais. Vaut mieux avoir un langage simple avec une langue qui est un petit peu prépondérante dans l'outil. OK? Alors, après, il faut fournir un contexte. Donc, si je prends l'exemple de mon poste, donc, ce poste-là, il est destiné à qui? Quels sont les gens qui sont censés être intéressés par ce poste? Je vais lui dire que ce poste, il va être destiné, par exemple, aux revendeurs d'objets médias, ou bien de revendeurs de logiciels, de solutions SI, par exemple. Donc, on précise. Donc, il faut aussi euh, être, euh, penser à la longueur du prompt. Il faut savoir que plus la longueur il est grande, plus ça va prendre plus de temps pour répondre. Donc, en même temps, il faut être exhaustif, mais en même temps, il faut essayer d'être le maximum concis. Donc, une dernière chose et qui est très importante quand on définit des prompts, c'est qu'il faut tester, tester, tester. Ça veut dire, je ne vais pas faire un seul prompt, je vais en faire deux ou trois. Et je vais tester avec le premier, voir le résultat, le second et le troisième. Donc, comme ça, je puisse comparer et choisir la meilleure, en fait, la meilleure combinaison ou bien le meilleur output. Parfait. Donc, là, on va passer à quelques astuces. Donc, quelques astuces pour optimiser cet outil-là. Donc, euh, quelques astuces pour optimiser ChatGPT, c'est que tu vas lui donner un petit peu un personnage. Donc, si je veux, par exemple, que il me donne un post, donc LinkedIn, je vais lui dire, ou bien qu'il fasse un plan, par exemple, de présentation, je vais lui dire, vous allez agir en tant que, ça veut dire, vous allez agir en tant qu'expert en. Vous allez agir en tant que rédacteur. Vous allez agir en tant que euh, analyste marketing, en tant que n'importe quoi. Si je veux une stratégie, par exemple, sur le, le web marketing, je vais prendre vous allez agir en tant qu'expert en web marketing. D'accord? Et il faut donner un exemple de résultat attendu. Donc, un exemple de résultat attendu, OK, moi, je veux le résultat que ce soit, par exemple, un tableur, que ce soit une checklist, que ce soit, je ne sais pas, une image X, Y, Z. Donc, donner un petit peu le format ou le canevas du résultat que vous voulez avoir. Après, bien sûr, il faut donner un rôle et une identité, une profession, d'accord, à ChatGPT pour qu'il puisse affiner la réponse, d'accord? Autre chose, donc, il ne faut pas hésiter à dire ce qui ne va pas. Sur un élément de réponse, par exemple, cet élément de réponse ne me convient pas. Par exemple, sur le poste, ce paragraphe, il est trop long. Ce paragraphe,
je voudrais que tu le reformules en intégrant tel ou tel paramètre ou telle notion. Donc, c'est quelque chose donc, que vous pouvez bien sûr intégrer dans votre prompt. Aussi, donc, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui va vous paraître un petit peu, comment dirais-je, pas très intelligent, un petit peu bête, mais ça marche. C'est pour encourager la créativité de ChatGPT. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions en anglais. Quitte à demander des réponses en français, ça veut dire si moi j'ai un prompt en français, je vais le traduire en anglais et je vais poser le prompt, ou là, je vais poser la question à ChatGPT en anglais et je vais lui demander de me fournir une réponse en français. Vous aurez plus de chances donc d'avoir des résultats plus développés et plus percutants. Aussi, essayez de utiliser cette façon de questionner let's think about. Au lieu de me dire c'est quoi ou bien donnez-moi, let's think about. Allons réfléchir à ce sujet. Ça aussi, donc, ça booste un petit peu ChatGPT. Et en dernier lieu, n'hésitez pas à lui proposer de vous donner des questions pour un petit peu étayer la requête, pour affiner la requête. Vous lui dites carrément, posez-moi des questions si vous avez des doutes là, ou si vous allez avoir plus d'informations, ou si vous voulez avoir plus de précision. Et il va poser donc il va vous poser des questions auxquelles vous allez répondre. Et par cette manière-là, de cette façon, bien sûr, vous allez avoir des réponses plus adaptées donc à votre requête, à votre besoin. Parfait. Il faut toujours garder en tête, comme je vous ai dit, que euh, ChatGPT, J'ai une question. oui, bien sûr. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai pas compris par rapport au point de lui demander let's think about. Je vois pas l'utilité de ce point-là. Très bien. Ça, c'est un astuce, comme on dirait, ou une astuce d'utilisateur. C'est-à-dire, au lieu de poser une question sur un sujet, Mhm. d'accord? Oui, Comme introduction, on lui dit, let's think about this topic, هذاك le sujet. d'accord. C'est une astuce utilisateur, donc apparemment, ça donne de meilleurs résultats. Moi, je l'ai essayé, franchement, en préparant. Ça m'a paru un petit peu bizarre, mais je l'ai essayé. Apparemment, ça marche. Justement, oui. Ok, c'est noté. Merci bien. Je vous en prie. Alors, comme je vous ai dit, c'est que ChatGPT, il n'a pas conscience de la réponse qu'il va vous donner. Il ne sait pas ce qui est, si la réponse qu'il va vous donner, elle est vraie ou il n'est pas vrai. Derrière, il n'a pas de conscience. Il ne fait que compiler des données qu'il a, d'accord, en fonction des statistiques, en fonction de certains algorithmes, et il génère les réponses. La question que vous allez vous poser, c'est que, et alors, donc, pourquoi on va l'utiliser? Et je vais vous donner un exemple très très simple. Donc, c'est quelque part, ChatGPT, c'est comme un peu un marteau. Donc, si vous le donnez à un bon menuisier, il va en faire probablement quelque chose de bien. Si vous le donnez à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, c'est sûr qu'il va le faire mal et le premier coup va être sur son doigt. D'accord? Donc,
C'est pour ça donc qu'il faut prendre les résultats avec des pincettes, d'accord? Et donc il faut toujours donc euh, essayer de ajouter واحد l'œil externe donc pour vérifier et donc valider les résultats qu'il vous donne. D'accord? Donc, ça, c'est très important, surtout quand on n'est pas expert. Alors, je reviens à la question. Donc, pourquoi on va utiliser donc ChatGPT? Donc, bien sûr, première utilisation, c'est les recherches avec des mots-clés. D'accord? Euh, Exemple pour compléter des fiches de produits. D'accord? Généralement, je dis fiche de produit, c'est comme exemple. Donc, on a une partie, par exemple, d'une d'une fiche de produit, on va lui dire, donnez-moi ou bien développez ceci. Donc, pour les articles, c'est pour vos posts, vos emails, c'est un outil excellent donc pour générer plusieurs langues. Donc, il vous sort donc le post et la traduction donc en plusieurs langues. Donc, vous n'aurez pas, par exemple, besoin d'utiliser donc pour faire les traductions une par une, langue 1, 2, 3, etc., etc. Il est aussi très, très efficace pour les vérifications d'orthographe. Il est même mieux que le vérificateur d'orthographe de Word. Donc, bien sûr, on a parlé des traductions. C'est important aussi sur la partie, donc, pour reformuler, adapter, transformer vos textes. Et bien sûr, pour tout ce qui est donc personnalisé, donc les recommandations de produits et autres. Donc, à partir de là, donc, c'est en fonction de vos utilisations, de vos réponses, de votre dextérité que vous allez acquérir avec son utilisation, que vous pouvez innover donc, dans cet outil. Alors, comme je vous ai dit auparavant, il n'y a pas que ChatGPT. Donc, je parle toujours dans la partie donc, génération de texte, parce qu'il y a d'autres domaines qu'on va voir plus tard qui sont tout aussi intéressantes. Donc, il y a un outil donc, que j'ai trouvé tout particulièrement intéressant qui s'appelle Writer. Donc, cet outil, il a les mêmes fonctionnalités que ChatGPT, mais qui permet un petit peu de personnaliser donc, vos recherches en ajoutant des paramètres. Donc, c'est, par exemple, je vais vous donner, donc, je vais basculer vers l'utilisation. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran, il vous donne un petit peu l'option ici de... Ça, c'est la version gratuite. Bien sûr, la version payante, elle est beaucoup plus développée. Donc, donnez un ton de votre voix. Imaginez, est-ce que c'est un ton assertif? Est-ce que c'est un ton appréciatif? Et est-ce que c'est un temps de remise en cause? Ça, vous avez aussi donc le- l'option de spécifier un petit peu donc est-ce que c'est un blog, une idée de blog? Est-ce que c'est un nom de marque? Est-ce que c'est une business idea? Donc plusieurs donc par exemple, est-ce que c'est un email? Est-ce que, donc, ça vous permet un petit peu, donc, de spécifier à l'avance, c'est un autre type de recherche avancée,
Vous, par la suite, vous pouvez donc poser votre question. Donc, c'est des affinités, moi, que je trouve assez intéressantes. Donc, et avec un résultat donc, qui est, à mon avis, un peu plus poussé que ChatGPT, surtout dans la version gratuite. Après, dans la version payante de ChatGPT, elle est beaucoup plus développée. Très bien. Alors, donc, je vais passer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Allô? Oui, sinon on voit ton écran. Très bien. Très bien. Oui, Excusez-moi. Alors, on va parler un petit peu tout ce qui est limitation et les choses à laquelle on doit faire attention. Comme j'ai expliqué brièvement auparavant, il faut toujours faire attention à la qualité du contenu. D'accord? Donc, la qualité du contenu, euh, surtout quand on n'est pas expert, donc, et si on formule mal notre requête, donc on risque d'avoir certaines incohérences et une pertinence relativement réduite des réponses. Donc, il faut toujours donc réviser avant de publier ou d'envoyer. Donc, si je lui demande de rédiger un email pour tel ou tel aspect avec tel ou tel paramètre, donc il est certainement nécessaire de le relire et d'ajouter donc une personnalisation. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Alors, il faut aussi faire attention à tout ce qui est biais et préjugés. Alors, un exemple, c'est qu'on nous dit souvent, par exemple, que c'est la fin du monde, que la bourse, ça va s'écrouler, on est en crise. Ça, c'est des choses qui sont dans le net, dans la presse. Donc, on retrouve énormément, chose que va prendre en considération donc ChatGPT vu ou bien qu'il se base sur le contenu qu'il trouve dans le texte, dans le web. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Donc, et nuancer. Il y a aussi la partie éthique. Donc, la partie éthique, il faut toujours avoir donc un petit peu un esprit critique par rapport à cela, parce que comme je vous ai expliqué, donc ça reste une machine, il ne comprend pas ce que les réponses qu'il vous donne, c'est des synthèses qu'il fait, c'est des combinaisons, et donc il faut toujours avoir un filtre derrière. Alors, donc, la supervision humaine, donc on en a parlé. Donc aussi la partie donc licence et contrat. Donc, euh, sur cet aspect-là aussi, donc, il faut faire très attention. Je vais vous donner un petit peu un exemple tiré par les cheveux. Si je demande à ChatGPT de m'écrire un roman à la façon Shakespeare ou bien avec le style de Shakespeare, donc il va me sortir du texte où on va trouver des parties donc, ou bien de la littérature de Shakespeare. Et ça, c'est quelque chose qui est assujetti à des droits d'auteur. La même chose donc par rapport à certains codes, à certaines images aussi. Donc, s'il y a des personnes donc, qui sont dans ces images et dont vous n'avez pas donc, parce que des images, généralement, surtout quand il s'agit de personnes, il faut avoir l'autorisation de la personne concernée, si c'est une personne réelle. Donc, surtout si on va faire des publications à l'échelle internationale et tout ça. Donc, il faut un petit peu être vigilant par rapport à ces points-là.
D'accord? Donc, je pense que les points Hadoop que je voulais partager avec vous. Derrière aussi, il y a un point très important, c'est par rapport au plagiat, eh bien les vérificateurs de texte. Donc, il faut savoir que il y a des outils, ce qu'on appelle les vérificateurs de texte, qui vont permettre de te dire est-ce que ce texte que tu as généré provient d'une IA ou bien d'une intelligence humaine. Là, je vous ai sorti un exemple. Donc, le test que j'avais fait, même si c'est un texte en grande partie généré par EA, il m'a dit que c'est à 100% humain. Parce que j'ai ajouté des spécifications donc, ou des modifs. Mais si vous prenez les textes comme vous l'avez généré et vous l'avez intégré directement dans vos posts, dans vos emails, dans vos publications, donc il peut être facilement détecté. Et il faut savoir que Google aussi va faire des shoots sur ces textes-là, générés par les IA. Donc, il faut un petit peu être vigilant par rapport à ça. D'accord? Alors, pour un petit peu compléter cette présentation, je vous J'ai ai une mis... question, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Oui, je vous écoute. Alors, en fait, moi, généralement, quand je pose une question à ChatGPT et que j'ai la réponse, après, Mhm, quand je veux vérifier, je tape par exemple un petit paragraphe sur Google. mhm. Et si ça me donne que il n'y a pas de résultat en ressemblance, donc je me dis que est-ce que qu'il y a une application ou un logiciel qui peut voir que c'est pas sur Google ou c'est ChatGPT qui a fait le travail. Oui, oui, oui. Hada, c'est un exemple, c'est ce que je vous ai montré là, c'est un testeur de test. Ça s'appelle comme ça, testeur de test. D'accord? C'est des sites où tu peux rentrer et euh, tu mets le texte que tu as généré ou bien que tu as trouvé. Il peut te dire quel est le pourcentage d'IA dedans. Donc Google, il n'est pas suffisant, il n'est pas fiable. Si je tape le texte sur Google et ça me donne pas le résultat, C'est, c'est, euh, c'est, le générateur, c'est pas, en fait, même les outils oui. Hadoop, ils sont pas, même s'ils sont spécifiques, comme je vous ai dit, ils sont pas Mhm. fiables à 100%. Tu peux parfois me remettre un texte, d'accord? Mhm. Et il va rien détecter, hein. Mais c'est sûr que très prochainement, ça veut dire dans les 6 prochains mois, ces outils ils vont être beaucoup plus performants et ils vont pouvoir détecter donc ce genre de choses. De toute façon, il est toujours utile d'ajouter sa petite touche personnelle. Ça va donner une âme à ton texte, à ton contenu. Certainement, oui. Parfois, tu sais, parfois, je veux dire, parfois, une petite faute d'orthographe bénigne, ne serait-ce même pas de ponctuation, par exemple, peut servir, hein. Oui, c'est vrai. Alors, si on enchaîne, je vous ai mis là quelques vidéos que je trouve très, très, très intéressantes. Et la première, c'est de Luc Julia, et l'intitulé L'intelligence artificielle n'existe pas. Et c'est une vidéo qui nous montre un peu
en plus en détail ce que je vous ai expliqué au début, comment vraiment fonctionnent ces chatbots et sont conçus et comment on peut tirer le meilleur profit, meilleure utilisation. Donc, il y a une autre vidéo aussi qui est liée plus sur tout ce qui est contenu multimédia, qui explique un petit peu comment ils génèrent les images, et ce qui se cache derrière leur fonctionnement. D'accord? Euh, une troisième aussi, des, une autre vidéo que j'ai trouvée intéressante, c'est un reportage d'Arte. Donc, c'est plus en relation avec notre thématique. Donc, comment les IA nous donnent euh, euh, des super pouvoirs. Et c'est vrai que ces IA-là, et je vais vous donner en dernier lieu euh, des exemples d'IA par fonctionnalité ou bien par domaine d'utilisation qui sont tout simplement hallucinants, qui nous font gagner énormément de temps et d'argent. Et c'est quelque chose, Mabkach, comment dire, c'est plus un nice to have, c'est un must to have. Si on veut un petit peu euh, suivre l'évolution et la transformation des métiers au niveau professionnel. D'accord? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est 10 outils donc indispensables pour être plus productif au travail. Donc, un chat GPT, je veux plus, je vous ai déjà présenté en détail dans les précédents slides, donc pas besoin de développer plus. Le second, en fait, il s'appelle Canva. Alors, cet outil-là, donc, il est spécialisé dans la conception graphique et la création de publications sur les réseaux. Alors, avant d'aller plus en détail, il faut savoir que la plupart de ces outils, donc, ils ont une version gratuite où il y a des fonctionnalités limitées, c'est juste pour découvrir. Mais si on veut vraiment avoir donc le full package, il faut passer en version payante. Mais en fait, ça varie entre 10 dollars et 100 dollars le mois. Ça dépend un petit peu du domaine et du package. Mais franchement, c'est des montants qui sont rapidement qu'on amortit très, 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 très rapidement. Alors, le troisième plutôt, il s'appelle video.ai. Cet outil, il est particulièrement intéressant parce que il peut générer des vidéos à partir de podcasts, avec la possibilité, bien sûr, d'incorporer du sous-titrage, faire des transformations de chapitres, etc., etc. Donc, c'est un outil hallucinant pour tout ce qui est génération de vidéos. Donc, pour les gens qui sont dans la gestion de projets, Notion AI est un outil, il est très puissant en matière de gestion de projet. Il donne une possibilité de vraiment optimiser le temps d'une façon incroyable. Il fait des suggestions, il a des alertes intelligentes, il permet de compiler les notes, les tâches, les regrouper par domaine, trouver par exemple quand on a des retards sur certains jalons, refaire le dispatching de ressources de façon très intelligente et très intuitive sans qu'on y touche. C'est des choses qui font un peu peur, mais qui marchent. Alors, cet outil-là,
Calendly, donc c'est un outil donc pour tout ce qui est planification et gestion des tâches. Donc de façon un petit peu autonome, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je passe rapidement donc au cinquième. Il s'appelle Poised. En fait, et c'est un coach en communication. Il nous permet, par exemple, de nous coacher dans la façon de communiquer, de corriger un petit peu et de nous mettre sur les pistes d'amélioration, corriger un petit peu notre façon de communiquer, s'il est trop agressif, s'il est pas clair, si le manque de consistance, etc., etc. Donc, tous les aspects de la com, et c'est un outil un petit peu c'est comme si j'ose dire, c'est l'ABS de la voiture quelque part. C'est l'anti-patinage, il nous permet d'avoir, d'améliorer notre communication au quotidien à travers un coaching. Et c'est pour moi, je pense que c'est très intéressant, donc surtout pour les managers qui veulent améliorer le niveau de communication dans leurs équipes. Alors, après, il y a The Authors. Ça, c'est un outil, moi, que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il permet un petit peu imaginez que vous êtes en réunion, par exemple en Zoom ou bien une réunion en live, et vous êtes désigné pour faire le compte rendu et prendre note. Imagine cet outil, il va enregistrer la réunion, il va la traduire en texte, il va résumer les points forts, les points les plus intéressants, et il va les mettre en compte rendu. Imaginez ça, vous n'allez plus qu'à faire les petites retouches de dernière minute. Et ça permet généralement, quand on est dans une réunion, on est désigné pour faire le compte rendu, on est plus concentré sur la prise de notes, sur ce que dit Monsieur X, ce que dit Madame Y. Il y a des choses qui nous échappent, alors on est vraiment out et ça ne nous permet pas de participer activement à la réunion. Ça, c'est un outil, moi, je trouve hallucinant. Euh, il y a aussi donc cet outil Conversiska, qui est un outil qui permet donc de optimiser donc le revenu digital. Et donc c'est un chatbot qui permet donc euh, de travailler de façon très proactive et de gérer des conversations avec les clients. Donc, H24, c'est sur 7, répondre à tous leurs demandes. Donc, surtout tout ce qui est donc, SAV, tout ce qui est assistance, tout ce qui est help, tout ce qui est demande d'information. Donc, c'est un outil qui est hyper performant. Donc, ça permet un petit peu de gagner en efficacité et en présence. Donc, en dernier lieu, il y a deux IA aussi que je voudrais vous présenter. Donc, bien sûr, pour aller plus en détail, il y a des tutos, des versions démo pour découvrir plus en profondeur ces solutions. Donc, Logo IA, c'est un IA qui te permet de générer des logos. Donc, pour les gens qui sont dans la partie com et médias, donc c'est quelque chose de très, très utile. Parce qu'il permet en fait de concevoir des logos en fonction de, bien sûr, de la marque, de la brand, en fonction des valeurs de l'entreprise, en fonction des fonctionnalités des produits, tout un tas de paramètres que vous pouvez intégrer et il vous sort des logos, donc bien sûr authentiques et personnalisés. Et bien sûr, donc ça va permettre d'améliorer la promotion, la présence dans les réseaux sociaux.
Alors, le dernier, donc, il s'appelle Bros EA. Et là, on va rentrer dans la partie donc extraction de données et surveillance des sites web. Donc, il va permettre, ça c'est des choses, c'est limite, hein. Limite, je vous dis toujours, il faut faire attention à toute la partie éthique et toute la partie protection des données personnelles. Donc, il y a des outils maintenant qui permettent de vous sortir ces informations, de sortir les codes des sites, sortir les informations qui sont enregistrées dans ces sites, notamment des contacts, des téléphones, des noms, des adresses. Donc, il faut vraiment se documenter avant de pouvoir utiliser ces IA-là, parce que il y a un côté réglementaire qui, auquel il faut faire attention, hein. Sinon on risque de se faire choper. Bref, il y a aussi d'autres, hein. Il y a par exemple Wallaxy sur la partie mailing qui va te permettre de développer par exemple ton réseau sur LinkedIn, de faire des prospections, de personnaliser vos emails, de faire des réponses en fonction des retours que vous avez. Vous créez des schémas avec des algorithmes. Ça veut dire, j'envoie le premier mail. Si j'ai telle réponse, je vais envoyer ça. Si dans 2, 3 jours, j'ai pas eu de réponse, je relance avec ce mail. Et ces mails sont personnalisables. Donc, il va prendre la base de données, le nom, le prénom, le type de produit, par exemple, la fonction dans l'entreprise. Donc, tu as énormément de possibilités. C'est des robots qui sont tout à fait hallucinants. Ils peuvent remplacer facilement un back-office de fonction du volume de 5 à 10 personnes. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est clair que ça, avec ces outils, il y a des métiers qui vont disparaître, c'est clair. Il y a, il y a des spécialités aussi qui vont être transformées, des métiers qui vont être transformés radicalement. Donc, moi, à mon avis, qui est un petit peu dans le domaine des systèmes d'information depuis une quinzaine d'années, particulièrement les systèmes d'information RH. Donc, je pense que il faut vraiment choper le train avant qu'il soit trop tard et surfer cette vague-là et intégrer ces outils-là dans notre boîte à outils. Donc, ça va nous permettre de se différencier, de créer la différence et de doper vraiment notre performance et nos compétences. Donc, je pense que je suis venu à bout de ma petite présentation. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup, Yacine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos micros ou bien écrire sur le chat. Comme ça, Yacine peut répondre à vos questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre présence. Merci, Yacine, pour la présentation, pour le temps que vous avez consacré à nous, pour cet événement. Et merci pour toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui avec nous. J'espère vous voir bientôt dans un prochain événement, Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci.